السلام عليكم ومرحبا بكم في برنامج Femmes au pluriel على قناة Maghreb TV. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez très bien. Vous êtes sur Maghreb TV dans l'émission Femmes au pluriel et aujourd'hui mon invité est Monsieur Hennoul Kbir. Monsieur Hennoul Kbir est directeur du pôle développement local à l'agence de l'Oriental, donc tous les projets qui ont attrait au projet de l'Oriental. Merci pour votre présence Monsieur Kbir. Merci Madame Fouzia Arab. Je serais très content d'être parmi vous aujourd'hui, d'être votre invité particulièrement. Je suis Kbir Hennoul, je suis directeur de développement local à l'agence de développement de l'Oriental. Mais je vais parler un petit peu de moi. Je suis marié, père de deux jeunes filles, futurs médecins, et j'ai fait mes études dans une université française, couronnée par un diplôme de doctorat. Et en 92, je suis retourné chez moi pour travailler mon pays. Donc au départ, j'ai intégré l'enseignement supérieur en tant que professeur universitaire, mais vite fait, je me suis trouvé dans l'administration centrale du ministère de l'Intérieur pour s'occuper des projets de développement. J'aime bien le développement et particulièrement le développement local. Quelques années plus tard, c'était au ministère de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire. Et en 2005, dès la création de l'Agence de développement de l'Oriental, j'ai été appelé pour intégrer le directeur général à assumer des fonctions dans cette belle région limitrophe du Royaume du Maroc. Parce que vous ne venez pas de l'Oriental, hein, vous venez de Rabat. Effectivement, je ne suis pas de la région de l'Oriental, je suis casablancais d'origine, avec le travail j'ai vécu à Rabat, mais le devoir m'a appelé pour travailler dans la région de l'Oriental que j'aime très bien. Je suis plus actuellement attaché à cette région-là et on fait beaucoup de projets au profit de la population qu'on va probablement développer dans cette émission. Voilà, donc il y a eu un besoin de créer cet organisme, donc l'agence de développement local dans l'Oriental. Peut-être quelques mots là-dessus, quels sont quel est l'objet et les objectifs de cette agence? L'agence de développement de l'Oriental est un établissement public. Elle est sous tutelle du chef de gouvernement directement. Nous sommes 3 agences au pays. Le nord, le Tanger-Tétouan, le sud, pour les provinces du sud, que ce soit Laayoune, Guelmim et Dakhla, et l'agence de développement de l'Oriental. C'est un établissement qui a un caractère transversal, c'est une force de proposition. Il a été créé par la loi 1205 et il s'occupe de toutes les provinces et de la préfecture de la région de l'Oriental. Nous avons élaboré notre stratégie sur la base de l'initiative royale de développement de la région de l'Oriental. Cette initiative qui est l'objet d'un discours qu'avait prononcé Sa Majesté le roi Mohamed VI que Dieu l'assiste le 18 mars 2003 à Oujda. Ce discours qui a tracé ou qui a donné le tableau de bord de développement de la région. Donc toutes les stratégies, que ce soit sectorielles ou territoriales, se basent sur cette initiative royale de développement. Et d'une année à l'autre, on voit bien les résultats de cette initiative royale. Donc au niveau de l'autoroute, Oujda est maintenant lié au réseau national des autoroutes. Vous pouvez partir de Oujda jusqu'à Agadir sans traverser ni Fès, ni Rabat, ni Casa, ni Marrakech. Donc vous gagnez du temps et vous économisez de l'énergie. En ce qui concerne la voie ferrée, aussi la région qui était liée à la voie ferroviaire a été développée par une autre voie, Taourir Nador, parce que Nador maintenant c'est la capitale économique de la région de l'Oriental. Les 12 aéroports, Oujda et Nador, ont été rénovés et ont connu des extensions, puis renforcés par un autre aéroport à Bouarfa. Maintenant, les Marocains originaires de la province de Figuig qui vivent à l'étranger peuvent directement faire Paris, Bouarfa directement en avion. Donc, ça a désenclavé. C'est nouveau, ça?
Ça date quand même de quelques années, 3 ou 4 ans. Mais avec le Covid, le trafic aérien a été un petit peu réduit. On essaiera de le développer plus parce que nous avons signé, Agence de l'Oriental, Région de l'Oriental et Royal Air Maroc, une convention pour que nos 2 départements subventionnent la Royal Air Maroc afin de réduire le prix des billets et augmenter le nombre de vols. Par exemple, aujourd'hui, si vous faites Casa-Oujda, ou Casa-Nador, ou Casa-Bouarfa, vous payez moins cher que le wagon single. Ah oui, le billet ne coûte même pas 50 €. Casablanca, Oujda, Casablanca-Nador. Alors que le train, il est à 670 dirhams. Donc 67 €, c'est plus cher que l'avion. Mais notre objectif avec cette action-là, c'est d'ouvrir la région à l'échelle nationale et à l'international, faciliter l'arrivée des investisseurs et développer le tourisme dans cette région considérée jusqu'aux des années précédentes comme une région enclavée. Il y a aussi un nouveau port qui est en train qui se construit à Nador, qui est le port Nador West Med, et qui ouvrira bientôt ses portes pour les activités. J'espère en 2024, parce que le retard a été dû au Covid. Et toujours. Et c'est un port qui va équilibrer la zone méditerranéenne marocaine entre Tanger Med à l'ouest de la Méditerranée et Maroc-Ouest Med, qui est dans la province de Nador. Il y a aussi l'ancien port de Beninsar qui est en activité et qui maintenant reçoit plus de trafic qu'auparavant, avec l'encouragement que le gouvernement et que les collectivités territoriales ont apporté à ce port-là pour qu'il reçoit plus de conteneurs, plus de marchandises, avec une zone franche. La région aussi a bénéficié, grâce à cette initiative royale de développement oriental, de zones industrielles de dernière génération. On parle à Oujda d'une technopole, d'un parc industriel à Nador et d'un agropole dans la province de Barkhane. Ces zones industrielles attirent maintenant de plus en plus d'entreprises industrielles et créent des emplois, notamment pour les diplômés de l'université Mohamed Ier d'Oujda ou des autres régions. Et comme ça, avec les instituts de la formation professionnelle, assurent une main-d'œuvre qualifiée pour répondre au marché. La région connaît aussi au niveau touristique le développement de la station balnéaire Saïdia, qui accueille des touristes du monde entier, et aussi l'aménagement de la lagune de Marchika, qui est à Nador, et qui est la deuxième lagune à l'échelle du bassin méditerranéen. Donc maintenant, avec ces équipements touristiques, elle commence à concurrencer les grandes stations touristiques d'Agadir, de Saouira, de Jadida, et renforce l'équipement du tourisme de l'oriental. Ça, c'est pour les projets structurants. Mais notre établissement s'occupe aussi des petits projets de développement local qui touchent directement l'homme. Et ce, parallèlement aux activités de l'INDH, l'Initiative nationale de développement humain, ou les activités aussi menées par d'autres départements ministériels. On collabore entre nous pour développer les ressources financières de cette population la plus démunie. Et on parle ici de petits projets ou des activités génératrices de revenus. Quel genre d'actions ou de projets que vous défendez, en tout cas, ou que vous soutenez? Quand on parle de petits projets, notre stratégie, c'est de ne pas imposer nos actions. Nous, on compte beaucoup sur le développement par le bas. On fait des réunions de concertation avec la population, avec leurs représentants, que ce soit de la société civile, que ce soit des élus, que ce soit du milieu qui gouverne dans ces localités-là. Et on discute, on coach cette population-là
pour voir le type d'activité qu'ils proposent et le lien avec le terroir. Parce que les projets doivent se baser sur la production locale et sur le savoir-faire local. Il y a des commissions qui reçoivent ces projets-là, les examinent, les sélectionnent et après, soit qu'on passe à un financement à fonds perdu ou on contribue avec un pourcentage et on les oriente vers les microcrédits. Et on a signé une convention avec une fondation de microcrédit pour qu'ils réduisent leur taux d'intérêt et avec la part de l'agence de l'Oriental qui n'a pas d'intérêt, qui est remboursable sur presque 4 ans, et le remboursement ne se fait qu'après la production et la commercialisation de ces produits. Mais s'il est à fond perdu, il y a, dans le cadre de notre gouvernance, il y a un suivi permanent et il y a un accompagnement, que ce soit par le renforcement des capacités ou pour les orientations vers les marchés. Et parfois même, on développe le packaging, on développe l'emballage et l'étiquetage pour que le produit soit accepté dans les grandes surfaces. Il y a des conventions qui ont été signées avec des grandes surfaces pour qu'ils organisent des stands réservés aux coopératives. Et maintenant, le nombre de coopératives a flambé. On est passé presque de 600 coopératives il y a 10 ans à plus de 6000 coopératives dans la région de l'Oriental actuellement. On reviendra sur ces projets et qui sont les bénéficiaires surtout. Mais quelles sont les régions qui sont concernées par vos... Donc on est dans l'oriental. Quelles sont les villes qui sont concernées? Vous en avez cité quelques-unes, Berkane, Nador, Oujda, Jrada, Figuig. Mais on s'occupe d'une région qui va peut-être vous surprendre. La région de l'oriental, c'est une région parmi les 12 régions du Maroc, mais elle est 3 fois plus grande que la Belgique. C'est une région plus grande que le Benelux tout entier. Donc 90 000 km², c'est difficile à parcourir. Mais toutes les composantes territoriales de la région de l'Oriental ont bénéficié et bénéficient encore des efforts de l'agence de développement avec nos partenaires, que ce soit la région de l'Oriental, que ce soit la wilaya et les autorités provinciales, que ce soit les administrations déconcentrées. Tout le monde a mis la main dans la main et travaille pour le développement de la région parce qu'on a mis l'homme au cœur de notre action. Et principalement les femmes et les jeunes. La femme rurale qui n'avait pas auparavant des revenus stables a bénéficié de toutes ces actions-là, NDH, Fondation Mohamed V pour la solidarité, Agence de développement de l'Oriental, Région de l'Oriental et autorités provinciales et territoriales pour bénéficier de financement d'un projet, d'un renforcement des capacités, parce que parfois, c'est pas l'argent qui manque. Il y a, je vous cite un cas, c'est uniquement l'accompagnement qui a déclenché le processus de développement. Le processus de développement. Parce qu'on avait des jeunes dans la commune de Figuig, qui est une commune oisienne, qui commençaient à quitter la ville, que ce soit partir dans d'autres villes du Maroc ou penser à la migration internationale. Et quand on s'est mis autour d'une table, on a découvert comme quoi ils ont des problèmes de commercialisation de leurs produits. Donc, on a approfondi les discussions et on a trouvé qu'ils mettent leurs dates dans des paquets de 5 kilos. On leur a dit, mais c'est pas possible. Il n'y a personne dans l'urbain qui peut acheter 5 kilos en dehors du mois du Ramadan. Et encore, il faut réduire la quantité. Ils n'ont pas accepté parce que leur tradition, elle est comme ça. Ce sont de grands consommateurs de dattes. Et on les a convaincus pour faire des paquets de 500 grammes, d'1 kilo, ou même de 100 grammes. Ils n'ont pas accepté au départ, mais on a financé, l'agence de développement de l'Oriental a financé le packaging et les a garantis comme quoi si le produit ne se vend pas, c'est à nous de le payer. On a testé et dès la première année, tout le stock a été vendu. Et actuellement, 3 ou 4 mois après la récolte, vous téléphonez pour avoir des dates de Figuig, notamment à Aziza ou quelques produits, vous n'en trouverez pas.
et ça ne nous a pas coûté cher, mais ça a coûté une discussion avec les producteurs. Et maintenant, les jeunes ont des moyens pour assurer leur vie, et la plupart parmi eux sont restés sur place en faisant d'autres activités aussi par rapport à la production des dates. Et comme ça, on a contribué à maintenir cette jeunesse-là dans leur localité, et on a lutté contre la migration internationale. Parce que le Maroc fait beaucoup d'efforts pour lutter contre la migration, surtout illégale, et il est leader en matière d'Afrique, en matière de maintenir cette population subsaharienne qui arrive dans la ville, et même on leur assure des soins, parfois l'éducation de leurs élèves, et même souvent la régularisation de leur situation administrative. Donc, plein de projets. سي انه تكلمنا على هذه المشاعر باش اللي كيشوفوا في هذا البرنامج يفهموا شنو الدور اللي كتلعبوا مع في هذه مشاريع التنميه. التنمية نعتمد فيها على الميزانية العامة للدولة وعلى التعاون الدولي، وكذلك نعتمد على مغاربة الخارج. مغاربة الخارج les Marocains résidant à l'étranger, on compte beaucoup sur eux parce que ils aiment investir dans le pays d'origine. Donc, on a organisé pas mal de réunions ici en Belgique pour discuter avec cette catégorie de population belge, que ce soit avec la nationalité belge ou ceux qui gardent la nationalité marocaine, mais la plupart parmi eux veulent investir dans la région. Et nous, on accorde beaucoup d'intérêt à cette catégorie, et l'État a créé des établissements spécialisés à l'encouragement de l'investissement, comme les centres régionaux d'investissement et le conseil régional. On accorde des avantages à cette population s'ils veulent investir dans leur ville d'origine ou dans leur territoire d'origine, à condition qu'on crée des emplois pour la population locale. D'ailleurs, vous êtes ici depuis une semaine pour justement voir les collaborations que vous pouvez entretenir donc avec aussi bien des projets avec les politiques, mais aussi avec les associations. Mais avant ça, peut-être nous parler de ce qui a déjà été fait avec les associations locales des MRE ou menées par des MRE. Voilà, notre coopération orientale avec la Belgique date de plusieurs années, et ça a été renforcé par la signature d'un protocole d'accord signé à Saïdia en 2018, et on a créé des liens avec des ASBL de Belgique pour la mise en réseau du tissu associatif des deux régions, de l'oriental et de la région Bruxelles-Capitale. Et on a démarré certains projets, par exemple la création de l'UDUTEC dans la région pour lutter contre l'abandon scolaire et encourager les enfants à bas âge, notamment dans les crèches ou dans le primaire, pour s'adapter à ce type de formation en l'UDUTEC. Nous envisageons aussi travailler avec des associations pour le développement des activités culturelles. Comme vous le savez, on a une ville, Jarada, qui était une ville minière, et par la même occasion, la mine de cette ville-là a été découverte par un Belge, un géologue belge, qui s'appelle Alain Brichon. Mais ce n'est pas la Belgique qui a exploité. C'est un autre pays qui est rentré. Depuis 1990, la mine a été fermée, et la ville demande actuellement des activités économiques alternatives. Donc, on a commencé à créer certaines entreprises industrielles, mais on mise beaucoup sur l'action culturelle de la zone, surtout avec la création d'un parc muséologique qui va similaire aux anciennes villes minières de Belgique, ou d'Hollande, ou de Pologne, ou d'Allemagne, mais on sollicite
la coopération belge pour nous accompagner dans le développement de cette activité culturelle minière dans cette province, surtout qu'il y a beaucoup de mines qui ont été fermées et qui ont développé des activités ici en Belgique et qui ont constitué des success stories. Donc des musées, ce serait comme des musées... c'est un musée minier. Comme ici, Bois de Luc, je pense. Tout à fait, tout à fait. Et on est en train de développer nos contacts avec ces avec ces musées belges pour développer un partenariat et travailler ensemble pour renforcer ce musée de Jarada qui va démarrer très très bientôt. Je pense en 2024, et il ouvrira ses portes. Alors, vous êtes donc en relation cette semaine, en tout cas, un groupe de travail sur les projets à mener entre Bruxelles, la Wallonie, Bruxelles et l'Oriental. Peut-être quelques projets qui sont... Vous venez de nous en parler d'un de ces projets. Peut-être d'autres que vous êtes en train de... Les projets qu'on a actuellement avec le Belgique, ils passent obligatoirement par la commission mixte belgo-marocaine qui s'organise une fois ici à Bruxelles et une fois à Rabat. Donc, la dernière a été organisée le 15 et 16 mai dernier au siège du ministère des Affaires étrangères et de la coopération des Marocains résidant à l'étranger au Maroc, à Rabat. Et on a sélectionné ensemble une vingtaine de projets qu'on va réaliser entre 2023 et 2027, que ce soit entre administration, entre universités, comme l'IULB ou l'université d'Oujda ou d'autres universités du Royaume, ou entre le tissu associatif des deux régions, orientale et région Bruxelles-Capitale. Mais actuellement, nous sommes à Bruxelles pour répondre à une invitation qui nous a été adressée par les organisateurs dans le cadre du sommet urbain mondial. Ce sommet-là, qui est organisé par trois principaux départements, c'est la région Bruxelles-Capitale, c'est l'OCDE et Métropolis. Et je saisis cette occasion-là pour féliciter la maire de Rabat, Mme Lalo, qui a été élue hier vice-présidente de cette organisation mondiale. L'objet de ce sommet-là est de débattre la problématique des grandes villes du monde entier. Donc il y avait des exemples latino-américains, ou européens, ou africains et même asiatiques. Donc nous avons traité principalement le problème de migration, parce que la ville, c'est pas comme avant. La ville est aujourd'hui une plateforme d'échange, d'idées, du vivre ensemble. La ville aujourd'hui, les villes n'ont pas de frontières. La ville n'est pas un pays. La ville, c'est un monde. Donc, il faut qu'on travaille ensemble pour se vivre ensemble. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, on est obligé de vivre ensemble. Et il faut qu'on pense ensemble à développer cette ville et à utiliser rationnellement ces ressources-là de la planète qui sont menacées de fin très prochainement. Par exemple, le maire de Bruxelles a signalé que dans sa ville, dans Bruxelles-Capitale, il y a plus d'un tiers d'étrangers. Donc, ces étrangers, ceux qui n'ont pas la nationalité belge, européens ou étrangers qui n'ont pas la nationalité belge, sans compter les étrangers qui ont la nationalité belge et qui sont considérés dans les autres tiers. Donc, cette population-là, il a d'autres traditions, il a un savoir-vivre ou des méthodes, des coutumes à sauvegarder. Mais dans n'importe quelle ville du monde, on doit être ensemble pour cohabiter ensemble et travailler ensemble pour le développement du territoire de cette ville-là qui nous unit. On travaille ensemble pour améliorer notre cadre de vie, améliorer cette circulation-là qui engage toute la population et même, pourquoi pas, encourager tout ce qui est énergie propre afin d'éviter, par exemple, les déplacements en voiture personnellement, mais encourager le transport en commun et même, pourquoi pas,
les deux cycles. Et créer des villes propres avec un cadre culturel, un cadre de vie qui rend tout le monde satisfait de cette vie dans sa ville. Et j'ai bien aimé l'exemple de Vienne, parce qu'à Vienne, 40% de logements, il est propriété de l'État. Donc l'État, il est derrière et assure l'habitat à ses citoyens. Chez nous, au Maroc par exemple, l'État intervenait auparavant pour aider les entrepreneurs, contribuer à réduire les charges des entrepreneurs pour que le prix de l'habitat soit réduit. C'est une politique qui a donné quelques résultats, mais aujourd'hui, on n'est pas vraiment satisfait. Donc, on s'oriente vers une autre possibilité, c'est de donner une aide directe financière à l'acquéreur. Quand elle répond aux critères d'aide, c'est de la classe démunie, il aura directement son aide pour contribuer à l'acquisition de son logement afin de lutter contre l'habitat insalubre, de lutter contre les bidonvilles et que tout le monde soit habité dans un habitat digne de 2023. Alors, vous avez beaucoup de projets avec l'Europe, la Belgique en l'occurrence, mais je sais que vous avez aussi beaucoup de projets avec l'Afrique subsaharienne. Peut-être quelques mots, je sais que vous avez beaucoup bougé dans ce sens. Peut-être quelques projets que vous menez dans votre agence de développement. On a des relations avec l'Afrique parce que les orientations royales veulent et comme ça. Sa Majesté le Roi avait dit l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Donc, à travers cette orientation-là, nous avons développé des relations avec pas mal de pays africains. Et soit qu'ils viennent, leur représentant vient au Maroc et regarde directement l'expérience marocaine, soit que des cadres du Maroc ou des élus du Maroc partent chez d'autres élus de ces pays-là. Et l'exemple, par exemple, récent, qu'on a présenté même cette semaine à Bruxelles, c'est un projet de coaching territorial. C'est un projet qui a été mené entre l'Agence de développement de l'Oriental, le Conseil régional de l'Oriental, la CGULA Afrique, la Cité des gouvernements locaux d'Afrique et une ONG de Bruxelles qui est Éco-Communication. Et au départ, on a formé des coachs de la région de l'Oriental et on a vendu ce projet-là qui constitue maintenant une offre de la région de l'Oriental et d'autres pays amis et frères ont envoyé des cadres ou des élus qui ont poursuivre cette formation-là de coaching territorial à Oujda. Plus de 60, c'est bien ça le document. Vous en parlez dans ce fascicule. Oui, plus de 60 coachs qui ont été formés et maintenant ça a renforcé la coopération sud-sud. Mais aujourd'hui, on est sollicité pour que ce projet-là soit aussi réalisé par du tissu associatif de Bruxelles. Donc, on l'a présenté il y a 2 mois. Il y aura une autre réunion en septembre. Et il y a au moins 10 communes de la région de Bruxelles qui sont intéressées par ce projet de formation de coachs territoriaux. Donc, c'est adressé donc à toutes les personnes tous les projets de coaching territorial. Donc, partage d'expérience, c'est ça et un coach, c'est un facilitateur de dialogue. Il est là pour la mise en œuvre des convergences, des idées entre les différents partenaires. Et il réussit bien son métier quand il est en dehors de la communauté. Parce que c'est une idée nouvelle, tout le monde va l'écouter. Et il essaie de surmonter les obstacles et ça a donné de bons résultats, surtout au niveau du développement local. Toutes les divergences qu'on avait auparavant, une fois qu'on se met autour d'une table et qu'un coach commence à intervenir et à
débattre avec eux. À la fin des réunions, on sort avec une seule idée, c'est qu'il faut travailler ensemble, laisser nos désaccords à côté, et c'est l'intérêt collectif, l'intérêt du terroir ou du territoire qui nous intéresse le plus. Merci, M. Hannou. Alors, bien sûr, vous êtes dans l'émission Femmes au pluriel et c'est vrai qu'on a un petit clin d'œil à toutes les femmes. Quelle dynamique vous organisez pour quels projets ou quelle intention vous avez envers la gente féminine dans vos projets? La femme est au cœur de notre action de développement. La femme, elle constitue plus de la moitié de la population marocaine. Et elle a montré ses preuves dans diverses activités. La région de l'Oriental a donné la première conseillère de Sa Majesté le Roi, Feu Zulekha Nsri. La femme marocaine, ou la femme d'Oriental en particulier, elle est aujourd'hui médecin, elle est pilote, elle est ingénieure, elle est dans toutes les activités. Et je suis fier d'avoir 2 filles. Et je sais qu'est-ce qu'il faut pour la fille. Et donc, au niveau, par exemple, scolaire, la fille rurale qui est loin de son école, on a cofinancé des cités universitaires pour que la fille trouve un logement durant tout le cursus universitaire qu'elle a. Et c'est une très bonne réussite. Et pour la femme rurale, on finance des actions spéciales pour la femme. Et ce n'est pas pour défavoriser les actions de l'homme aussi, mais l'égalité des chances constitue notre principale action. Et la femme rurale, elle bénéficie majoritairement d'un projet qu'on a appelé genre et développement. Et donc, tous les avantages vont à la femme rurale, que ce soit au niveau accompagnement, que ce soit au niveau aide pour le montage de son projet, parce qu'on sensibilise les autres administrations territoriales. C'est un projet agricole. La femme s'adresse avec nos conseils au département de la culture de la province. Si c'est un projet touristique, c'est le ministère du tourisme local qui va accompagner cette dame-là. Et pour le financement, c'est comme j'ai dit auparavant, il y a des financements, soit à fonds perdu par l'Agence de développement de l'Oriental ou par ses partenaires comme le Conseil régional, par l'INDIAGE, par la Fondation Mohamed V. Et maintenant, la femme, il a montré ses réussites et je peux vous dire aujourd'hui que les projets de la femme réussissent mieux que les projets menés par les hommes. Et ça, c'est selon nos enquêtes au sein de l'Agence de développement de l'Oriental. Donc vous avez beaucoup de projets. Vous avez dit que vous aviez aussi une relation particulière avec les MRE, donc les Marocains résidant à l'étranger. Vous favorisez un petit peu leur projet d'investissement au Maroc. Vous pouvez peut-être nous dire quelques mots ou quelques exemples concrets de projets? Je m'adresse à nos compatriotes, nos Marocains qui vivent ici en Belgique ou dans un autre pays européen, que la région de l'Oriental a aménager des zones industrielles qui sont actuellement prêtes, des zones industrielles de nouvelle génération. Et s'ils veulent investir, il y a des départements qui sont prêts à partir de cet été-là, comme ils l'ont fait auparavant, pour les accueillir, les conseiller dans quel domaine il faut investir, les lieux les plus porteurs et les aides qu'offre, que ce soit l'État ou que ce soit la collectivité territoriale, pour que ces Marocains résidant à l'étranger investissent dans notre zone, de Nador jusqu'à Figuig, mais ils vont certainement en tirer beaucoup de bénéfices parce que la main-d'œuvre elle est maintenant qualifiée. On a des ingénieurs qui sont sollicités par des entreprises européennes et qui sont actuellement lauréats des écoles de formation de l'université d'Oujda. On a des informaticiens, on a été contactés par des entreprises européennes pour les mettre en contact avec nos écoles et qui veulent embaucher directement nos lauréats. Mais nous, on travaille pour que nos ingénieurs travaillent d'abord leur région, travaillent d'abord leur pays, et quand on a plus
ils peuvent partir ailleurs. Parce que les Marocains doivent travailler le Maroc. Donc, ils peuvent s'adresser directement à vous, donc l'agence de développement local. L'agence de développement de l'Oriental, elle est faite pour ça. Il a organisé plusieurs rencontres ici à Bruxelles avec les Marocains résidant à Bruxelles. On a un site qu'ils peuvent consulter sur place. On est ouvert on a nos contacts personnels, que ce soit le directeur général, que ce soit les directeurs de l'agence. On est prêt à avoir par mail ou par téléphone ou sur place, organiser des rendez-vous avec eux et les conseiller sur les établissements qui peuvent aussi apporter leur aide et même intervenir s'il y a un blocage auprès des départements concernés. On est là au service de nos Marocains résidant à l'étranger. D'une manière générale, oui, justement, on est à la veille des vacances, des grandes vacances, donc il y a la diaspora qui rentre au Maroc. Est-ce que vous êtes depuis une semaine ici en Belgique, est-ce que vous avez rencontré des personnes qui vous parlent de ça, des difficultés qu'ils rencontrent pour rentrer, d'une manière ou d'une autre? Écoutez, depuis des années, Sa Majesté veille en personne à ce que l'opération Marhaba se passe dans les meilleures conditions. Et je me rappelle bien, moi je suis un ancien résident à l'étranger parce que j'ai fait mes études au sud de la Belgique. Mais on passait 3 jours. Et vous pouvez me contredire. Durant les années 70-80, il fallait passer 3 jours à Algeciras pour prendre le bateau et traverser à Tanger. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas passer 2 à 3 heures pour traverser. Et toutes les administrations ont fait des efforts. Dans le bateau, vous réglez toutes les affaires administratives. Et le passage de la douane, qui est obligatoire, passe aussi avec des facilités. Et en moins de 48 heures, de Bruxelles à Casablanca ou à Oujda, vous êtes chez vous sans aucun problème. Et notre opération cette année, l'opération Marhaba, a démarré il y a quelques semaines avec des instructions fermes de haut niveau pour que cette opération de 2023 se passe dans les meilleures conditions. Marhaba bikoum et le Maroc vous attend. Merci, M. Hanno. Mais justement, l'émission touche à sa fin, mais peut-être avant ça, nous parler, qu'est-ce que vous avez vraiment envie de dire à toutes les personnes qui nous regardent? Peut-être un bilan de cette semaine que vous venez de passer, positif, vous m'avez dit. Vous repartez peut-être avec plein d'idées, de nouveaux projets. Dites-nous. Certainement, notre rencontre est toujours bénéfique parce que c'est win-win-win. Oui. On bénéficie de l'expérience étrangère et on sélectionne ce qui va avec nos territoires, avec notre société. On prend pas tout, on sélectionne ce qui va pour nous. Et on présente aussi nos expériences, parce qu'aussi on a des success stories qui vont ou qui sont sollicités par des collectivités locales de Belgique. Et je me rappelle bien qu'il y a 2 ans, j'ai accueilli une délégation de Bruxelles qui était à Oujda et on a visité certains projets. Et quand on a expliqué, quand la société civile a expliqué comment ces projets-là fonctionnent, la réponse de nos amis belges est dit qu'il faut qu'on duplique cette opération-là en Belgique, qu'ils n'ont pas cette méthode-là. Et donc, on travaille dans ce sens-là. C'est, au lieu d'avoir une coopération nord-sud, maintenant, c'est une coopération sud-nord. Et le contact que j'ai eu avec une partie de nos Marocains ici que j'ai rencontrés, que ce soit au sein du forum, parce qu'il était ouvert aussi à la société civile. Nos Marocains demandent toujours auprès des nouvelles de leur pays, son évolution, qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Et tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, ils ont posé leurs questions sur l'opération Marhaba, sur les avantages que le Maroc a donnés actuellement ou durant cette 22-23, qui est les avantages qu'il accorde à cette population et qu'ils vont en bénéficier certainement. Je vous donne confiance et je leur dis qu'il faut faire confiance à notre administration, à notre pays et qu'ils vont
gagner de réaliser leurs projets dans nos territoires et que nous, on va aussi bénéficier de leur expérience parce qu'il y a des Marocains qui ont atteint des niveaux supérieurs. Ils sont à la NASA, ils sont dans des institutions de recherche de haut niveau dans divers domaines. On a l'adressographe de cette catégorie de Marocains à l'étranger qui sont une fierté pour nous, une fierté pour le Maroc et une fierté pour les pays qui les accueillent également. سي هنو باش نختموا هذا البرنامج بعض الكلمات بالعربية للمشاهدين. أشكر هذا البرنامج على الاستضافة اللي وفرنا في هذا اليوم رغم الأشغال الكثيرة التي تتوفر عليها. أريد أن أتوجه بالشكر للمغاربة الذين يقطنون ببلجيكا خاصة وبأوروبا على العموم على التتبع الكبير والاهتمام الكبير الذي يولونه للمملكة المغربية على الدفاع عن الوحدة الترابية التي يقومون بها في هذا البلد الشقيق وعلى الثقة التي يرونها في الاستثمار في بلدهم الأم وفي جهاتهم ومدنهم الأصيلة بالمغرب. نتمنى لهم حظ سعيد وندعوهم للمزيد من الثقة للاستثمار بالمملكة المغربية التي تتوفر على مؤهلات خاصة ونحن سنبتدئ الاشتغال في تصدير الغاز الذي تتوفر عليه جهة الشرق في السنوات المقبلة بالإضافة إلى المؤهلات الأخرى سواء الفلاحية أو الصناعية أو في مجال الخدمات. أعلم أن أو كما تعلمون بأن عدد كبير من مغاربة الخارج هم مهندسون في الإعلاميات ونحن نعطي أهمية كبيرة للرقمنة. فمثلا يوجد ببلجيكا عدد كبير من ساكنة بركان فإقليم بركان يعتبر رائد في مجال الرقمنة بحيث يتوفر على طائرات الدرون هي التي تجوب أجواء إقليم بركان وتعطي كل المعلومات على النقل والتنقل بالمدينة على التهيئة الحضرية على التدبير الحضري كل الوثائق أصبحت حاليا تعطى عن طريق الميل. لم يعد الوقت في المغرب وفي مدينة بركان بالخصوص يدعو إلى التنقل إلى الإدارة للتوفر على بعض الوثائق وإنما من المنزل avec un clic يمكن التوفر على معظم الوثائق حاليا ولذا فإن استثمارهم في الميدان الرقمي سيعود بالنفع على المملكة المغربية وعلى الربح المادي لهؤلاء المغاربة. Inch'Allah, tawfiq pour tous les projets, Inch'Allah. Nous étions avec M. Hennou El-Kbir, directeur du pôle développement local à l'agence de l'Oriental. Merci M. Hennou. L'émission est finie pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour une autre émission Femmes au pluriel et je vous souhaite d'ici là, plein de bons moments.